Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur Eden TV. 112 heures environ déjà et pourtant, le retour effectif des trésors royaux est encore sur toutes les lèvres. Vous suivrez dans ce journal la portée historique de la cérémonie consacrée à cet effet. Les écureuils du Bénin reprennent la première place du groupe J après avoir battu les Baréas de Madagascar 2-0 hier au stade général Mathieu Kérékou. Les moments forts de cette rencontre sont à suivre dans un instant. Et puis, hors de nos frontières, on parlera de la conférence des dirigeants et des chefs d'État qui se tient aujourd'hui à Paris. Objectif, s'assurer de la tenue effective de l'élection présidentielle prévue en décembre en Libye. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Retour à Cotonou des 26 trésors royaux du Bénin mercredi dernier. La rédaction d'Eden TV s'est intéressée à la portée historique de cet événement en interrogeant le professeur Léon Bani Bigou, enseignant-chercheur à la retraite. Voici un extrait de ses propos. Je crois que ce qui vient de se passer, c'est... Je peux qualifier cela de fait historique. Ça va marquer l'avenir de notre pays. Et vous comprenez que les conditions dans lesquelles tout ce que nous avons là comme éléments liés non seulement à l'histoire, mais liés à la croyance traditionnelle, au vécu traditionnel, à nos réalités traditionnelles, à nos richesses traditionnelles qui démontrent clairement que les Africains en général et les Béninois en particulier avaient du génie. Donc c'est pour dire que du point de vue culturel, du point de vue historique, c'est une très très grande marque. Pour l'Africain, il n'y a rien au hasard. Quand on parle de l'art, il y a le caractère du beau, il faut voir, mais il y a l'autre aspect, à savoir le spirituel, le religieux. C'est extrêmement important. Et le sacré qui entoure ces objets-là, parce qu'il s'agit bel et bien des objets qui ont été conçus, réalisés dans le génie créateur même des Béninois à travers leurs représentants qui étaient des rois. Si on n'apportait pas ces objets, pour qu'on donne des significations pour chaque élément, on ne peut pas mesurer l'importance de la pensée africaine, de la pensée béninoise, par rapport à sa vision du monde, par rapport à sa vision des peuples, par rapport à sa vision des choses, par rapport à sa spiritualité. Et parlons justement des trésors royaux, un décret portant classement des biens culturels au patrimoine culturel national a été signé mercredi en Conseil des ministres. En conférence de presse hier, les membres du gouvernement ont justifié ce qui fonde cet acte. Ils sont au micro de Aristide Sétien. Ce sont donc les ressources nationales. Le président de la République. Et j'ai pu dire hier que chacun des anciens royaumes de l'actuel territoire de la République du Bénin a apporté sa part de l'affectio societatis qui met en place la République du Bénin. Et donc chaque Béninois devrait se retrouver dans les œuvres qui sont revenues. Quel est le culte que vous auriez aimé voir la République pratiquer, ainsi que le disait à peu près le ministre Abimbola tout à l'heure, s'il fallait organiser des cérémonies particulières de nature culturelle ou religieuse pour accueillir ces œuvres. Les pratiques royales du royaume de Dahomey n'étaient pas exactement celles du royaume de Porto Novo, de Niki, d'Alada. Et d'ailleurs, la seule chose qu'il convient aujourd'hui de mettre en perspective, le dénominateur commun de tous les ressortissants de ces anciens royaumes, aujourd'hui, c'est le Bénin.
il y a peut-être des œuvres qui sont d'autres régions, mais ces régions-là n'ont pas subi une guerre et n'ont pas fait l'objet de prises de guerre et de pillage. Mais nous avons d'autres œuvres béninoises qui viennent d'autres régions et bien évidemment nous les réclamons, vous savez bien. Donc là c'est une coïncidence si ces œuvres sont exclusivement du royaume du Dahomey, mais c'est parce que c'est des prises de guerre à la suite de ce que j'ai expliqué précédemment. Donc ce n'est pas le Bénin qui l'a demandé. Mais nous n'allons pas bouder notre plaisir de recevoir ces œuvres qui sont des œuvres d'un symbolisme, d'une charge émotionnelle, historique importante, sous prétexte que ça vient d'une seule région. Mais c'est pour ça également que les œuvres ont été immédiatement classées dans le patrimoine national et que c'est des œuvres, si je puis dire, nationalisées. Donc c'est des œuvres qui appartiennent aussi bien aux Batonou, aux Yoruba, aux Dendi, aux Adja, aux Gun, aux Fon, et j'en passe. Donc ces œuvres-là, il ne faut plus les voir comme des œuvres du Dahomey, il faut les voir comme les œuvres du Bénin. Et c'est pour ça, vous verrez bien que nous avons dit le retour des trésors royaux du Bénin. Et puis, les conférenciers ont également levé un coin de voile sur l'absence des anciens présidents de la République, malgré l'invitation qui leur a été adressée. On écoute Wilfried Léandro Ngwedji, porte-parole du gouvernement, à ce propos. Il a été contacté de la part du chef de l'État et qu'il a appris l'objet de l'invitation. Je peux vous dire qu'il était très enthousiaste. Très enthousiaste. Et il a déploré de ne pas pouvoir être là parce qu'il est en déplacement hors du pays pour des raisons de santé. Et il a précisé, si j'avais l'autorisation des médecins pour faire un break, je viendrais d'abord parce que c'est un moment important. Et il faut féliciter le président, ce sont ses mots, parce qu'il réussit quelque chose que personne n'a fait avant. Du reste, je pense que son message qui a abondamment circulé hier corrobore bien l'état d'esprit qu'il a affiché quand il a reçu l'invitation du président de la République. Le président Nicéphore Soglo, de la même manière, a reçu l'invitation et probablement pour des raisons que le ministre Abimbola a évoquées tout à l'heure, il n'a pas pu se déplacer. Cela n'aurait fait du mal à personne hier de le voir sur les lieux parce qu'on sait par ailleurs quel est l'idéal qu'il a porté et qu'il a toujours défendu. Autre information dans cette édition, les acteurs en charge de l'énergie au Bénin participent depuis hier à un atelier sur la vulgarisation des directives à l'efficacité énergétique. Un atelier organisé par la commission de l'UEMOA. Frédéric Espoir Oumambou pour le compte rendu. 2 jours durant, les principaux acteurs en charge de l'énergie au Bénin seront entretenus sur 2 tests principaux. Des tests que nous précise ici Hassan Todema, directeur général des ressources énergétiques au ministère de l'Énergie. Cet atelier porte sur la vulgarisation des directives. La première relative à l'étiquetage énergétique des appareils électroménagers neufs et la deuxième aux normes d'efficacité énergétique pour les bâtiments neufs. Cet atelier permet donc de prendre des mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité énergétique des bâtiments, mais également l'efficacité énergétique de l'utilisation des équipements électroménagers dans les ménages et dans les activités de façon générale. Le processus de vulgarisation de ces 2 tests intervient à un moment où la croissance démographique est fortement signalée en Afrique en général et particulièrement au sein de l'UEMOA. Une croissance qui appelle à une utilisation judicieuse et rationnelle de l'énergie. Il ne fait aucun doute que la forte croissance démographique et l'urbanisation galopante dans notre espace communautaire rendent l'adéquation entre la demande et l'offre en énergie électrique un défi majeur à relever. Aussi, comme vous le savez, la mise en œuvre d'une politique conséquente en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie pour la résorption du déficit de l'offre conduira à une réduction des dépenses énergétiques des ménages, des services publics et des entreprises.
C'est le directeur de cabinet du ministère de l'Énergie qui a représenté le ministre à l'ouverture des travaux. Il n'a pas manqué de souligner toute l'adhésion du gouvernement et de son ministère. Le ministère de l'Énergie ne ménagera aucun effort pour accompagner les différentes initiatives allant dans le sens du développement et du financement de l'efficacité énergétique. Il est nécessaire également de prendre à cœur les questions de renforcement des capacités qui doivent être au centre de nos actions pour permettre la durabilité de nos projets. Rappelons que cet atelier dure 48 heures. Éliminatoire Qatar 2022, les écureuils du Bénin jouaient la 5e journée hier face aux Malgaches. C'était au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou. Une rencontre qui a permis aux nationaux de reprendre la tête du groupe J devant la République démocratique du Congo. À l'arrivée, la victoire des écureuils. Frédéric Espoir-Roumabou pour le point. Les poulains de Michel Dussuyer abordaient cette rencontre de la 5e journée en tant que 2e du groupe J derrière la Tanzanie avec 7 points. Évoluant à domicile dans le chaudron du stade général Mathieu Kérékou, le 11 national doit gagner les Barrias s'il veut garder une chance de qualification. Pourtant, dès l'entame, ce sont les Barrias qui se montrent plus entreprenants. Procédant par des contres, ils auraient même pu violer la cage de Saturnin à Lagbé. Mais ils confondent précipitation, vitesse, au grand bonheur des fans du football béninois. Et petit à petit, ils vont permettre aux écureuils de faire asseoir leur jeu. Mais malgré la nette domination des jaunes, eux aussi vendangent plusieurs occasions. Peu à peu, on se dirigeait vers la mi-temps sans que l'une ou l'autre des protagonistes n'ait ouvert le score. Aucune frappe réellement cadrée pour les coéquipiers de Khaled Adénon, aucune occasion, aucune responsabilité franche non plus. Puis, 27-43e minute de jeu où, prenant la balle peu après la ligne médiane, Charbel Gomez réussit à servir l'enfant prodigue, le TGV comme on l'appelle, qui retrouve la tunique nationale suite à un sursis. Il écarte son vis-à-vis, puis frappe. Le gardien malgache était sur la trajectoire, mais le tir ricoche sur le pied d'un défenseur et va mourir au fond des filets. 1-0. C'est sur ce score que les 22 acteurs rentrent au vestiaire pour la pause. À la reprise, l'entraîneur malgache éjecte du sang neuf, mais la tour défensive des écureuils tient bien la baraque et réussit même à servir une fois encore Charbel Gomez dans l'entrejeu. Gomez va rallier Jodel Dossou qui se retrouve presque seul face au gardien de but malgache. Mais le Clermontois fait parler sa générosité en servant Steve Mounier, laissé libre dans la surface de réparation. Le Brestois ajuste et fait le job. 2-0. Et malgré les tentatives à l'image de cette lourde frappe de Rodrigue Kossi, plus rien ne sera marqué. Désormais, les écureuils sont à la tête du groupe J avec 10 points malgré la victoire des Léopards face à la Tanzanie 3-0. C'est donc une victoire, une première depuis la rénovation du stade général Mathieu Kérékou. Mais le plus dur reste à faire puisque pour prétendre à la phase suivante, il va falloir à Dussuyer et ses poulains aller battre la République démocratique du Congo de Hector Cooper ou tout au moins arracher un match nul. Une équation souvent compliquée pour les écureuils à pareille étape des compétitions internationales. Bonne chance donc aux écureuils du Bénin pour la suite de la compétition. Actualité en dehors du Bénin, une trentaine de dirigeants et de chefs d'État se réunissent aujourd'hui à Paris pour une conférence sur la Libye. Parmi eux, la chancelière allemande Angela Merkel et le Premier ministre italien Mario Draghi. Principal enjeu, s'assurer que l'élection présidentielle du 24 décembre aura bien lieu, tout comme le scrutin législatif un mois plus tard. Suivez plutôt. Mettre fin à 10 ans de chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi et tourner la page d'un conflit qui s'est internationalisé. Voilà les objectifs de la prochaine élection présidentielle en décembre prochain.
la première au suffrage universel depuis que la Libye est indépendante. Malgré un cessez-le-feu voté il y a plus d'un an, le pays peine à toujours s'unir avec des partis Est et Ouest qui continuent à se déchirer. Il y a d'abord le Parlement de Tobrouk, présidé par Aguila Saleh, qui continue à faire cavalier seul. Il s'oppose au gouvernement provisoire implanté à Tripoli et dirigé par le Premier ministre Abdelhamid Deiba. En témoigne la prise de position de ce même Parlement qui a ratifié sans vote une loi électorale pour accorder le droit aux militaires de se présenter aux élections afin de favoriser son candidat, le maréchal Khalifa Haftar. Ajoutez à ça le conseil présidentiel dirigé par Mohamed Al-Menfi, le CP mis en place en février par un processus politique parrainé par l'ONU et destiné à soutenir le gouvernement. Ces deux instances sont censées préparer les élections générales dans un cadre pacifique, mais c'est en fait tout le contraire. Quand l'un dit blanc, l'autre dit noir. Dernier couac en date, la suspension de la ministre des Affaires étrangères, Nadja Al-Mangouche, assortie d'une interdiction de quitter le territoire. Une triangulaire des forces politiques s'est instaurée et chacune entend tirer son épingle du jeu. La nomination, le limogeage, la suspension ou la mise en examen d'un membre de l'exécutif relèvent des prérogatives exclusives du Premier ministre. C'est dans ce contexte politique pour le moins tendu que se tient en France cette conférence internationale en soutien à la Libye. L'objectif est clair, tout faire pour que ces tensions s'apaisent et que les élections se tiennent en bonne et due forme. Mais la tâche s'annonce plus que compliquée pour l'Élysée. Les élections sont à portée de main. Un mouvement fort est à l'œuvre en Libye pour qu'elles se tiennent. Il y va de la stabilité du pays. Mais des spoilers sont en embuscade. Ils essaient de faire dérailler le processus. Il faut donc rendre le processus électoral incontestable et irréversible. Des différends internes amplifiés par la multiplication d'ingérences étrangères dans les affaires libyennes. Sur cette carte, on peut voir que la Libye est un pays riche en pétrole. De nombreux mercenaires russes du groupe privé Wagner, dont le Kremlin dément tout lien, mais également des éléments turcs, tchadiens et soudanais sont encore sur le sol libyen. Ils seraient 20 000 selon les chiffres de l'ONU. Une présence militaire qui déstabilise le pays, car chacune de ces milices veulent tirer profit de l'instabilité politique en Libye. Les faire partir ne sera pas une mince affaire, malgré les divers avertissements de l'ONU, mais aussi de l'Union européenne. Vous avez créé une opportunité de reconstruire votre pays, mais il y a une condition préalable. Tous les mercenaires et les troupes étrangères doivent quitter le pays. La mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et le respect de l'embargo des Nations Unies sur les armes seront également cruciaux dans ce processus. 8 mois plus tard, nous en sommes au même point, ou presque. La présence étrangère est une véritable épine dans le pied et les factions libyennes l'ont bien compris. Malgré ça, l'espoir demeure. Le dépôt des candidatures pour ces élections présidentielles et législatives s'est ouvert lundi. Un peu moins de 3 millions de Libyens sur environ 7 millions d'habitants se sont inscrits pour voter. Ils ont 2 semaines pour retirer leur carte d'électeur dans les quelques 2000 centres de vote répartis dans le pays. Signe d'un véritable désir démocratique pour cette population traumatisée par des années de conflit. Et outre la conférence sur la Libye, un autre rendez-vous a lieu à Paris. Le 4e Forum pour la paix a débuté hier soir et se poursuit jusqu'à demain. Une trentaine de dirigeants sont présents, dont la vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, ainsi qu'une douzaine de représentants africains. 4 lettres pour rappeler l'ambition des grands leaders de ce monde, réduire la fracture mondiale avec une planète en évolution à l'avenir incertain. Le 4e Forum de Paris sur la paix a logiquement été marqué cette année par une problématique lors de la session inaugurale. Comment éradiquer la pandémie de Covid-19 ? Un monde profondément marqué par les effets du Covid-19. Le coût de la pandémie a été bien élevé. On ne peut pas se permettre de payer maintenant le prix de ne pas en tirer les vraies leçons. Et dans ce marasme sanitaire, le continent africain, plus que jamais cité. On vaccine 10 fois moins vite sur le continent africain, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, dans certaines régions d'Asie. Il nous faut donc aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Premièrement, en accélérant les
dons de doses. Pas forcément les milliards qui viendront dans 1 an, 2 ans, 5 ans, les dons de doses. Deuxièmement, nous devons renforcer la transparence sur ces dons de doses, sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé, et pour que tout le monde sache qui donne et où les choses vont. Emmanuel Macron défend l'implication de la France qui, au premier trimestre 2022, aura donné plus de 120 millions de doses au reste du monde. Le chef d'État s'est voulu rassurant auprès de ses confrères et consoeurs africains. 12 d'entre eux ont fait le déplacement, dont le président du Nigeria, court et concis dans son discours. Il existe un besoin évident de développer la fabrication de vaccins en Afrique. Des accords de licence devraient être conclus avec les sociétés pharmaceutiques pour soutenir la production de vaccins en Afrique. Emmanuel Macron a informé qu'au Sénégal, au Rwanda et en Afrique du Sud, des transferts de technologies nécessaires ont déjà été actés pour augmenter les capacités de production de vaccins. Une volonté de partage à laquelle adhère la vice-présidente des États-Unis, invitée de prestige. Ce n'est pas une question de charité, c'est juste une question de devoir. Distribution de vaccins, accompagnement économique. Emmanuel Macron n'a pas manqué, troisièmement, d'évoquer les conséquences du terrorisme dans la région du Sahel. La privation d'éducation de nombreux enfants pourrait être également au menu des discussions ce vendredi à l'Elysée avec les présidents burkinabés, tchadiens et nigériens. L'Union africaine et l'Union européenne seront aussi réunies à Bruxelles en février prochain. Et puis, ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur nos différentes plateformes digitales, Facebook, Twitter, YouTube et sur notre site internet www.benin-eden.tv.